Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Une réflexion aujourd'hui sur l'empire du moindre mal ou essai sur la civilisation libérale de Jean-Claude Michéa, qui est philosophe, qui réfléchit au lien entre le libéralisme philosophique et le libéralisme économique ou le libéralisme politique aussi, et qui montre dans ce livre, par ailleurs assez complexe, notamment par un système de notes qui nous fait voyager entre plusieurs réflexions un peu emboîtées les unes dans les autres, mais qui nous fait réfléchir, ce livre, sur les fondements du monde dans lequel on vit, ce monde libéral, et sur ce qui semble être, mais qui, d'après Jean-Claude Michéa, ne l'est pas, un paradoxe. Le paradoxe des deux libéralismes qui seraient incompatibles. Or, au contraire, pour Michéa, libéralisme philosophique et libéralisme économique sont deux facettes parallèles d'une même pensée, qui est la pensée moderne dans laquelle nous nous trouvons. Voici un premier élément de réflexion, page 32. Il est à présent possible d'exposer, dans sa logique constitutive, le double mouvement parallèle qui conduit le libéralisme philosophique à proposer l'utopie d'une société rationnelle, plaçant le fondement même de son existence pacifiée dans la seule dynamique des structures impersonnelles du marché ou du droit. Quelle que soit la solution retenue, la démarche est en effet la même. Il s'agit toujours de découvrir ou d'imaginer les mécanismes, le mot est écrit en italique, les mécanismes, autrement dit les systèmes de poids et contrepoids, conçus sur le modèle des théories physiques de l'équilibre, capables d'engendrer par eux-mêmes tout l'ordre et l'harmonie politique nécessaires, sans qu'il n'y ait plus jamais lieu de faire appel à la vertu des sujets. Là aussi, c'est en italique, sans qu'il n'y ait jamais lieu de faire appel à la vertu des sujets. Ce mot de vertu, qui est un mot qui nous paraît ancien, j'en parlais dans la vidéo il y a quelque temps sur Sénèque. Voilà, c'est un mot qui sonne latin, c'est un mot qui sonne dépassé, justement parce que la société libérale considère que la vertu n'est pas nécessaire, qu'il suffit que les mécanismes fonctionnent pour que la société fonctionne. La vertu, dont la définition est par essence mobile, ma vertu n'est pas ta vertu, et pour un libéral, ce mot n'a aucun sens, parce que justement, il y a cette idée d'une liberté aussi dans les valeurs. Donc il faut faire sans la vertu, il faut y renoncer. Renoncement, il est vrai, sans grandes conséquences psychologiques, puisque pour un esprit moderne, la vertu, et il met des guillemets, que celle-ci puise son inspiration officielle dans la loi religieuse, la coutume, la morale, l'idéal civique ou l'esprit du don, constitue désormais une simple forme d'hypocrisie ou de mensonge à soi-même, source incessante de disputes et de conflits idéologiques, menaçant de dérégler à tout instant ce processus sans sujet qui est la condition de toute société tranquille. Le libéralisme se veut créateur d'une société qui fonctionne sans conflit entre les sujets, entre les individus, entre les personnes qui penseraient différemment. Et donc, l'idée de valeur supérieure venant
de la loi religieuse, de la coutume, de la morale, etc., empêche ces mécanismes de fonctionner parce qu'il va peut-être mettre en cause les rouages qui sont contraires à la vertu. Continuons la réflexion avec Jean-Claude Michéa sur cette unité du libéralisme et sur ce qu'il appelle la société ouverte et la politique de la nécessité. On ne peut pas faire autrement. Combien de fois on entend ceci de la part des politiques, des libéraux, parce qu'on ne peut pas faire autrement dans le mécanisme, dans la machine, parce que si on fait autrement, c'est la machine qui casse. Et évidemment, ce qu'on a envie de leur répondre, c'est « mais cassez cette machine !» Parce que le problème, c'est la machine, le problème, c'est le mécanisme. Sauf qu'à l'intérieur de cette pensée libérale, non, on ne peut pas casser la machine. Voilà le début du chapitre 3. Ramené à ces principes essentiels, le libéralisme se présente donc comme le projet d'une société minimale, dont le droit définirait la forme et l'économie le contenu. Cette croyance qu'une communauté humaine pourrait fonctionner de façon cohérente et efficace, sans prendre le moindre appui, autre que rhétorique, sur des valeurs morales et culturelles partagées, est néanmoins si étrange, au regard de ce que l'histoire et l'anthropologie nous apprennent, que les défenseurs de cette doctrine ont généralement prévu une position de repli plus présentable. Il existe donc une clause annexe qui invite à voir dans l'esprit de tolérance, et là il y a des guillemets, et le refus du rejet d'autrui, une sorte d'éthique de substitution que l'on devrait tenir pour une condition du système libéral, ou tout au moins pour une conséquence heureuse de son fonctionnement quotidien. Telle est bien d'ordinaire la signification des apologies modernes de la société ouverte, ou, comme l'on doit dire de nos jours, métissée, dans laquelle beaucoup ont fini par trouver le seul signe assuré d'un progrès moral de l'humanité, et par conséquent l'unique référence acceptable pour un esprit moderne, au terme effrayant de morale. Toute la question est évidemment de savoir ce que recouvre un concept aussi ambigu que celui de tolérance. S'il s'agit de désigner la capacité, historiquement acquise, de généraliser à l'ensemble des êtres humains ces attitudes de respect, de bienveillance, voire d'empathie, que chaque communauté commence par préserver en principe à ses membres les plus proches, on admettra sans peine que l'esprit de tolérance et d'ouverture aux autres constitue le degré le plus élevé de tout perfectionnement moral. Ou, si l'on préfère, de ce travail incessant que les hommes doivent accomplir sur eux-mêmes afin de maintenir et de développer autant qu'il est possible les conditions de leur propre humanité. Il est non moins indiscutable que ce travail d'universalisation des vertus humaines fondamentales, on retrouve le mot vertu, mais évidemment, chez les libéraux, la tolérance n'implique pas la vertu. Ce travail d'universalisation des vertus humaines fondamentales, c'est-à-dire des structures élémentaires de la réciprocité, a connu certaines de ses avancées les plus remarquables dans l'Europe de la Renaissance, notamment à partir de la découverte de l'Amérique. Pour autant, il paraît difficile d'inscrire les principes fondateurs de la solution moderne, et donc du libéralisme, dans la simple continuité philosophique de cet humanisme de la Renaissance et de ses références constitutives à la culture antique. Donc, sommes-nous les héritiers de la Renaissance? Le libéralisme est-il l'héritier de la Renaissance et de l'humanisme? Il y a sans doute une rupture, en tout cas selon Jean-Claude Michéa, parce que, au fond, on voit bien que le libéralisme, poussé à l'extrême aujourd'hui dans ce que certains appellent l'ultralibéralisme ou le néolibéralisme, enfin une forme de libéralisme qui
qui s'affiche peut-être sans ce vernis moral que longtemps il s'est cru obligé de s'appliquer, ben justement, ce libéralisme-là, on voit bien qu'il piétine l'humanisme. La plupart des dispositifs de pacification effective de l'Europe moderne trouvent en effet leur point de départ véritable au XVIe siècle, dans l'action des intellectuels et des hommes de pouvoir, ou femmes, à l'image de Catherine de Médicis, que l'époque a d'emblée regroupé sous le nom de politique. On désigne généralement ainsi tous ceux qui étaient convaincus, à la différence des humanistes classiques, que la fin des guerres de religion et un nouvel équilibre entre les puissances européennes ne pourraient être obtenus et garantis de façon durable que si l'on s'en tenait aux règles strictes du réalisme politique. Une telle position, qui constitue le véritable point de départ de la modernité, avait naturellement des implications très radicales. Elle supposait par exemple que toutes les parties en présence acceptent désormais de faire abstraction de leur certitude personnelle quant à l'essence de la vraie religion ou celle de la vie bonne. Pour pouvoir vivre ensemble dans des sociétés en guerre civile, guerre de religion, il fallait faire abstraction de ses convictions personnelles et de son idée de la vertu. Voilà les fondements politiques du libéralisme et de la tolérance. Mais chasser le naturel, il revient au galop, chasser la vertu, elle revient forcément, et considérer que tout n'est que mécanisme, eh bien, on voit bien que ça ne peut pas fonctionner, parce que les gens sont attachés à des valeurs. Le terme de valeur, terme ambigu, parce qu'il est économique, créer de la valeur ajoutée. Mais en même temps, il est lié à des idées morales, à des idées de vertu, à des lois qui dépassent ce droit dont le seul but serait de faire fonctionner la machine. Parmi les notes de Jean-Claude Michéa, je vais en lire une qui justement montre qu'on ne se débarrasse pas si facilement de cette idée de vertu qui vient nous éclairer, comme tout d'un coup le soleil éclaire mon visage. Lumière de la vertu peut-être, dans ce monde libéral qui oublie ces lumières-là, même si les lumières du XVIIIe siècle, quel rôle jouent-elles dans cette question-là? Je ne sais plus si c'est présent dans le livre de Michéa, mais on va venir à des choses plus proches d'aujourd'hui au fond. Si par définition la gestion libérale du politique doit faire abstraction de toute considération morale ou religieuse, n'étant chargée en somme que de prendre les décisions que la nécessité impose, et là il y a une deuxième note dans la note, il y a cette espèce de labyrinthe de notes qu'on a dans ce livre-là qui parfois en complique la lecture, note A de cette note C. De ce point de vue, une décision politique libérale doit toujours se présenter comme une décision qui ne comporte aucun plan B. Elle inclut, donc la gestion libérale du politique, elle inclut cependant, comme toute gestion digne de ce nom, une stratégie de l'image et de la communication. Et comme les classes populaires semblent demeurer exagérément sensibles à l'idée prémoderne selon laquelle la politique devrait respecter un certain nombre de valeurs, les politiciens libéraux se trouvent donc régulièrement contraints d'habiller la rationalité mathématique de leur programme du manteau douteux de l'ancienne morale.
D'où le spectacle toujours insolite, notamment lors des comédies électorales, de ces défenseurs intransigeants du marché, obligés de prononcer, la main sur le cœur, les éloges les plus incongrus du lien familial, de la solidarité envers les plus démunis, de la responsabilité écologique ou du sens civique, alors même que ce marché, dont ils travaillent sans relâche à étendre l'empire, ne peut fonctionner efficacement, comme ils sont les premiers à le savoir, qu'en sapant continuellement toutes ces dispositions. Et là, il y a une note B qui renvoie à la politique plus politicienne. On admirera tout particulièrement la charge de Nicolas Sarkozy lors de sa campagne électorale de 2007 contre les héritiers de mai 68 qui avaient proclamé que tout était permis, que l'autorité c'était fini, que la politesse c'était fini, que le respect c'était fini, qu'il n'y avait plus rien de grand, plus rien de sacré, plus rien d'admirable, plus de règles, plus de normes, plus d'interdits. Surtout si on la rapproche de ses propres confidences, livrées dans le cadre, il est vrai, beaucoup plus intime d'un entretien avec Michel Onfray. L'intérêt de la règle, de la limite, de la norme, c'est justement qu'elle permette la transgression. Sans règle, pas de transgression, donc pas de liberté. Ces bouffonneries nécessaires ne surprendront aucun lecteur de Machiavel. Donc, le problème fondamental, il est dans ces mécanismes qui se présentent comme n'ayant pas besoin de la vertu, n'ayant pas besoin de la morale, n'ayant pas besoin de la pensée de ceux qui sont pris dans le système. Pour que le système fonctionne, il faut simplement que ces mécanismes en fonctionnent. Et donc, ce système, ce libéralisme se présente au fond comme neutre d'un point de vue moral, ou comme mettant à distance les questions morales, les questions de vertu. Là n'est pas la question. Le but, c'est que l'on puisse tourner et que si on s'embarrasse de ces questions morales, à un moment donné, on va enrayer la machine. On va voir qu'au fond, le droit et le marché ne suffisent pas. L'idéal de neutralité axiologique, qui soutient philosophiquement les constructions du libéralisme, soulève des problèmes autrement plus fondamentaux. Si les libéraux en effet se résignent ainsi tranquillement à l'idée d'une élimination définitive des valeurs traditionnelles, le libéralisme se présente toujours comme une machine de guerre contre les divers conservatismes. C'est dans la mesure où ils sont persuadés que les mécanismes équilibrants du marché et du droit moderne suffisent par eux-mêmes à engendrer toutes les dispositions culturelles indispensables à l'intégration communautaire des individus. Cette conviction intime se fonde sur deux postulats idéologiques qui ne sont pas toujours clairement explicités, sauf bien entendu dans l'œuvre des économistes. Elle présuppose tout d'abord que la condition nécessaire et suffisante, et là il met de nouveau en italique, pour instituer un ordre humain efficace, nouvelle italique, réside dans l'aptitude des individus à entrer dans les logiques du marché et du droit, c'est-à-dire pour l'essentiel à conclure des affaires et à respecter des contrats. Elle présuppose ensuite que cette aptitude salutaire est forcément naturelle, puisqu'elle ne demande apparemment rien d'autre que la faculté, elle-même tenue pour naturelle, d'agir selon son intérêt bien compris. Or, cette axiomatique de l'intérêt, forgée dans les conditions spécifiques du XVIIe siècle européen, n'a par elle-même rien d'évident. Elle peut même étonner par sa naïveté psychologique, et plus encore par son ethnocentrisme, si l'on l'examine à la lumière des acquis fondamentaux de l'anthropologie moderne. Et donc, on voit bien que cette idée
d'un mécanisme fondé uniquement sur l'intérêt individuel, l'intérêt des acteurs, est effectivement une vision extrêmement réductrice de la société dans laquelle on vit. Et donc nos sociétés, notre monde résiste au libéralisme parce que nous sommes plus complexes que des machines à intérêt. Et donc, le pseudo-réalisme des libéraux, en fait, est basé sur une vision réductrice et largement faussée de ce que nous sommes. Mais face aux résistances des valeurs prémodernes, face aux problèmes que rencontre la machine libérale, la machine à croissance, parce que pour un libéral, il n'est pas pensable que la croissance disparaisse. Parce que justement, l'intérêt, c'est quoi? C'est la croissance, l'intérêt personnel. Et donc, face à tout ce qui remet en cause le système libéral, cette idée qui est le point de départ du libéralisme, qui est au fond l'idée que le libéralisme, c'est le moindre mal, c'est empêcher la guerre de tous contre tous, par la tolérance lors des guerres de religion, par exemple, empêcher des conflits. Mais ça ne suffit pas aux gens, le moindre mal. Se contenter d'une société qui ne fonctionne pas très bien pour éviter qu'il y ait une société qui fonctionne encore moins bien. Est-ce que c'est suffisant? Bien sûr que non. On ne peut pas se contenter d'une société qui fonctionne pas très bien. D'autant plus qu'on voit aujourd'hui que cette société libérale, on ne peut pas dire qu'elle fonctionne pas très bien, on peut vraiment dire qu'elle fonctionne très mal. Donc, que faire? Les libéraux, comment peuvent-ils s'en sortir? Ils vont s'en sortir en faisant croire que le monde libéral est le meilleur des mondes, et non plus un monde faute de mieux. Et que c'est parce que nous ne sommes pas assez libéraux que nous ne sommes pas dans le meilleur des mondes. Et donc la machine s'emballe, la machine tourne toute seule. Elle évacue non seulement les valeurs humaines, humanistes, mais elle évacue peut-être les humains eux-mêmes. Le libéral se voulait donc au départ un homme réaliste et sans illusion. Mais quelle que soit son équation personnelle, il revendiquait fièrement son empirisme et sa modération. La société raisonnable qu'il appelait de ses vœux n'était nullement destinée à soulever un enthousiasme, de nature à déchaîner de nouvelles passions meurtrières. Toujours le contexte des guerres de religion derrière. À égale distance des fanatismes religieux et des rêveries utopiques, ni cité de Dieu, ni cité du soleil, elle se présentait au contraire comme la moins mauvaise société possible. La seule en tout cas à pouvoir protéger l'humanité de ses démons idéologiques, en offrant à ces égoïstes incorrigibles que sont les hommes le moyen de vivre enfin en paix et de vaquer tranquillement à leurs occupations prosaïques. Le libéralisme originel entendait être un pessimisme de l'intelligence. D'où vient alors le climat manifestement si différent dans lequel se développe le libéralisme contemporain? Car de toute évidence, les paisibles lumières libérales ont fini par susciter leur propre Schwärmerei. Je lis la note. Dans sa critique de Swedenborg, Rêve d'un visionnaire 1766, Kant introduit ce concept philosophique pour désigner l'enthousiasme visionnaire et les délires d'une raison coupée de la réalité empirique.
À en juger en effet par les formes présentes de l'imaginaire des sociétés modernes, telles qu'il se donne à lire quotidiennement dans la propagande publicitaire, dans les célébrations médiatiques continuelles de la globalisation et des nouvelles technologies, ou dans les croisades idéologiques incessantes en faveur de la transgression des derniers tabous, il est devenu difficile d'ignorer que quelque chose d'essentiel a changé. L'empire du moindre mal, à mesure que son ombre s'étend sur la planète tout entière, vous voyez qu'il n'y a plus que mon visage qui est éclairé par le soleil, et l'ombre s'étend ailleurs. L'empire du moindre mal, à mesure que son ombre s'étend sur la planète tout entière, semble décidé à reprendre à son compte, un par un, tous les traits de son plus vieil ennemi. Il entend désormais être adoré comme le meilleur des mondes. Cette ultime métamorphose est beaucoup moins surprenante qu'il n'y paraît, pour au moins deux raisons. La première est que le pessimisme libéral a toujours concerné la seule capacité des hommes à se montrer dignes de confiance et à agir décemment. Il ne portait pas, en revanche, sur leur aptitude à se rendre maîtres et possesseurs de la nature par leur travail et leur ingéniosité technique. Dans la mesure où l'industrie, c'est-à-dire l'exploitation rationnelle et illimitée de la nature, constituait dans tous les montages philosophiques libéraux la forme idéale du détournement des énergies guerrières vers des fins estimées utiles à tous, il existait donc bien au cœur du libéralisme un élément originel d'optimisme et d'enthousiasme. C'est naturellement cet élément qui a permis de justifier le culte religieux de la croissance et du progrès matériel qui est au principe de la civilisation moderne. La seconde raison est plus complexe. L'anthropologie libérale est en effet marquée depuis l'origine par une curieuse contradiction. D'un côté, elle proclame que les hommes sont, par nature, uniquement soucieux de leur intérêt et de leur image. Mais de l'autre, l'expérience ne cesse d'enseigner aux gouvernements libéraux qu'il faut constamment inciter ces hommes à changer radicalement leurs habitudes et leur mentalité pour pouvoir s'adapter au monde que leur politique travaille inlassablement à mettre en place. Alors que le marché et le droit abstrait sont censés être les seuls mécanismes historiques conformes à la nature réelle des hommes, ces derniers doivent perpétuellement être exhortés à abandonner les manières de vivre qui leur tiennent le plus à cœur s'ils veulent tenir les rythmes infernaux qu'impose le développement continuel de ces deux institutions. Toute politique libérale apparaît donc tenue par un impératif métaphysiquement contradictoire. Il faut en permanence mobiliser des trésors d'énergie pour contraindre les individus à se comporter dans la réalité quotidienne comme ils sont déjà supposés le faire par nature et spontanément. Et donc tout le fondement du libéralisme ici est détruit par les réflexions de Jean-Claude Michéa. Réflexions qui souvent sont complexes, un peu tortueuses, où j'ai parfois, je crois, perdu pied dans cette lecture-là, mais en même temps, elles me paraissent riches, elles me paraissent permettre de comprendre mieux certains mécanismes mystérieux du monde étrange dans lequel nous vivons, ce monde qui se dit libéral et qui, au nom du libéralisme, nous enferme. L'empire du moindre mal, essai sur la civilisation libérale de Jean-Claude Michéa.